Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir du coup pour un nouveau webinaire de l'Annexe Centre avec Jérôme Masson et Benjamin Thomas. Je vous laisse vous présenter. Jérôme, tu commences? Tu es le plus jeune, donc à toi l'honneur. Ok, bon, bah c'est parti. Benjamin, 28 ans du coup. Alors, je suis expert comptable depuis peu. J'ai eu mon DEC l'été dernier. J'ai fait mes 3 ans de stage d'expertise comptable à Orléans, où j'ai commencé à faire quelques comptes de campagne, et c'est là que j'ai eu le déclic pour le choix du mémoire. Et là, depuis 1 an et demi, je suis dans le cabinet à FIGEC, à Levallois-Perret, où je suis encore salarié du coup jusqu'à l'été, et après je m'installerai totalement comme ce cher Jérôme ex nihilo. Merci pour la passe décisive. Moi, Jérôme Masson, je suis expert comptable et je me suis installé du coup à mon compte depuis 1 an. Ça va faire 1 an, je crois, demain. Donc moi, j'ai eu mon DEC à la session de novembre 2022 et du coup sur le thème des transformations et des passages en CELAR, en fait, d'entreprises individuelles à CELAR pour les médecins notamment. Donc voilà. Et donc je suis resté 2 périodes fiscales dans mon ancien cabinet. Et après, j'ai volé de mes propres ailes. Ok, du coup ce soir le thème ça va être le mémoire DEC. Donc ça tombe très bien, comme vous avez tous les deux passé votre DEC il y a très peu de temps. Vous êtes donc des jeunes experts comptables et vous êtes tous les deux au CJEC où vous y serez bientôt. Vous voulez peut-être présenter l'assaut Moi, je On viens d'être peut. diplômé, donc là, j'ai pris mon adhésion là tout début janvier au CJEC Centre. J'ai hâte qu'on fasse l'AG et qu'on nomme le nouveau bureau. Mais si tu veux présenter l'assaut, Jérôme le CJEC, Aurélien l'annexe Centre, let's go. Ouais, donc le CJEC, moi j'ai tendance à dire qu'on est un peu les grands frères du coup de l'annexe. On est dans le prolongement du coup de l'annexe. Donc c'est le club des jeunes experts comptables, donc, qui regroupe tous les experts comptables, donc on va dire qui sont diplômés depuis moins de 5 ans. Le public, on a principalement du coup des experts comptables, qui sont installés en tant qu'indépendants. Il y en a un peu qui sont associés dans des cabinets, mais on va dire que nous, au niveau des membres, c'est plutôt des experts comptables indépendants. Et donc, le but de l'association, c'est de pouvoir rencontrer les partenaires avec qui on est amené à travailler dans nos cabinets, et puis aussi d'autres experts comptables qui rencontrent les mêmes problématiques que nous, en fait. Très bien. Puis l'annexe, du coup, normalement, la plupart d'entre vous connaissent. On est là pour aider les étudiants, vous représenter, vous informer tout au long de vos études en comptabilité jusqu'à l'obtention du DEC. Le Grand Graal. Donc après cette intro, on va pouvoir commencer avec le choix du sujet. Première question, comment trouvez-vous un sujet qui soit à la fois pertinent, original et faisable? Je commence? Vas-y. Alors, comment trouver un sujet du coup qui répond à ces trois critères? Donc, au niveau de la pertinence, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il faut quand même choisir un sujet qui soit en rapport avec le champ de l'expertise comptable. Donc, on a plusieurs catégories de sujets entre, d'un côté, les sujets, on va dire, purement techniques, et d'autres, les sujets, on va dire, managériaux. À une époque, je pense que c'était un peu plus sécurisant de prendre des sujets techniques, parce que au niveau des jurys, c'était des domaines qui étaient un peu mieux appréhendés. Mais là, maintenant, on arrive quand même sur des sujets managériaux qui prennent de plus en plus de place du fait de la mutation en fait, de la profession. Au niveau de la pertinence, il faut aussi que ce soit un sujet, contrairement, on va dire, aux mémoires de DSCG, on va plutôt être sur des mémoires de recherche. Là, on est quand même plutôt sur, on va dire, un travail qui est quand même un peu plus pratico-pratique. Donc, l'idéal, c'est de trouver quand même un sujet qui peut avoir une utilité et une application concrète en cabinet.
Donc pour ça, le mieux, c'est de prendre un sujet qui répond à un besoin, notamment par rapport à l'expérience que vous avez et puis au portefeuille que vous traitez. Le top du top, c'est de prendre un sujet qui répond à une problématique que vous rencontrez en fait sur les dossiers et plus globalement au niveau du cabinet. Peut-être un des points qui revient assez souvent, c'est le fait qu'il faut que le sujet il soit original et qu'il apporte, enfin qu'il soit utile à la profession. Alors là, il faut quand même faire rester un peu humble et pas non plus se mettre trop la pression vis-à-vis de ça. L'Ordre des experts comptables, ça existe depuis 1945, donc c'est bien plus vieux que nous tous. Des mémoires d'experts comptables, il y en a quand même un certain nombre qui sont publiés tous les ans. Donc, le sujet que vous allez choisir, mécaniquement, il y a forcément déjà quelqu'un qui l'a traité, entièrement ou partiellement. Donc, le critère d'originalité, il faut plutôt l'entendre dans le sens où vous pouvez soit choisir un sujet du coup qui a déjà été traité, mais vous sur lequel vous avez un angle d'approche un peu différent, ou alors un sujet qui répond à une problématique d'un secteur un peu particulier que vous maîtrisez plutôt bien. Et pareil, en fait, la contribution, on va plutôt la ressentir dans votre mémoire par rapport à votre rapport personnel et à la patte que vous allez mettre au niveau de la rédaction et des outils. Et enfin, la partie faisabilité, là, il faut plutôt, on va dire, choisir un sujet sur lequel déjà vous avez des sources et de la documentation existante. Si vous prenez un sujet, on va dire, sur une réforme qui vient de tomber où il n'y a vraiment pas beaucoup de documentation, là, ça peut être un peu casse-gueule. Et un sujet qui vous permet de mettre facilement en place, on va dire, des entretiens avec des collaborateurs ou des experts comptables ou des clients, mettre en place des questionnaires et pouvoir avoir, on va dire, des retours d'expérience sur la problématique que vous allez aborder, on va dire, de manière assez facile et assez faisable. Et c'est pareil, il ne faut pas non plus se lancer dans des sujets où vous vous rendez compte qu'en termes de volume horaire, ça va vous prendre des heures et des heures. Déjà que pour un mémoire, généralement, on compte à peu près 500 heures de travail. 500 heures, c'est quand même assez énorme comme volume. Donc, si vous vous rendez compte déjà qu'en 500 heures, le sujet que vous voulez traiter, ce ne sera pas jouable parce que c'est trop technique ou parce que vous n'avez pas assez de documentation, bon, là, ce n'est pas forcément un bon sujet. Et donc voilà pour cette partie-là. Oui, 500 heures, on dit que c'est la fourchette basse en plus. J'ai plutôt bien suivi mes temps pendant le déroulé du mémoire, que ce soit du début, du choix du sujet du mémoire jusqu'à la rédaction et même la préparation de la soutenance. Et donc c'est à peu près ça, j'ai à peu près mis 500 heures dessus. Et sur le choix du sujet du mémoire, j'ai pris une dizaine de jours en fait. Donc quand je dis un jour, c'est vraiment un jour de travail plein, de 8 heures quoi. Mais après, c'est que mon cas particulier parce que j'avais envie de faire quelque chose sur la comptabilité environnementale. Mais en fait, je ne faisais pas cela comme mission au cabinet. Et ça tu l'as dit, Jérôme, c'est vraiment important d'essayer, dans la mesure de possible, de faire un sujet qu'on pratique au quotidien dans notre cabinet comptable. Et ça vous fera gagner énormément de temps après dans l'élaboration du plan, dans la rédaction du mémoire. Donc, vous avez forcément une mission au cabinet que vous pouvez creuser, que vous pouvez approfondir, et ça peut vous servir comme sujet de mémoire. Donc moi, au final, j'ai abandonné cette idée de la comptabilité environnementale parce que je n'en faisais pas. Et j'ai choisi les comptes de campagne parce que c'était un sujet qui me plaisait. Et ça, je pense que c'est vraiment important avec tout le temps qu'on va passer, que vous allez passer à chercher, à rédiger ce mémoire, essayer de prendre un sujet vraiment qui vous tient à cœur, où vous n'aurez pas l'impression de souffrir quand vous cherchez, quand vous rédigez. Voilà, moi, c'est ce conseil-là que je peux vous donner.
essayez de trouver ce sujet où vous avez la flamme, la motivation de creuser le sujet en fait. Quand vous avez ce sujet devant vous, comme moi j'avais les comptes de campagne, il y a plein de questions qui sont sorties de ma tête sur comment mieux aider les candidats, comment mieux aider les experts comptables, comment développer de nouveaux outils, comment être rentable sur ces missions qui sont souvent pas très rentables. Aussi, il y a toute cette question de personnes politiquement exposées. Enfin, il y avait plein de sujets à creuser. Et donc là, j'ai su qu'il y avait quelque chose. Au début, je voulais faire un rapport semestriel dessus, d'accord, mais en fait, c'était tellement large que c'était trop pour un rapport semestriel. Donc ça, c'est un deuxième conseil que je peux vous donner, c'est essayer d'utiliser vos rapports semestriels pour faire en fait une sous-partie de votre mémoire. Ça pourrait être une sous-question de votre mémoire. Par exemple, sur les comptes de campagne, un point sur la liste des donateurs et des cotisants, quelque chose comme ça. Du coup, une sous-partie de votre mémoire. Donc voilà quelque chose que vous aimez, que vous travaillez déjà dessus en cabinet. Et ça, Jérôme, tu l'as dit, il faut que ce soit un sujet qui soit lié à l'expertise comptable, au commissariat aux comptes, au management. Enfin, il faut que ce soit un sujet de gestion précis. Et ça, c'est dans la note du jury du DEC que je vous invite à lire. Là, si vous tapez note du jury DEC, vous l'aurez, il la publie tous les ans avant les épreuves. Et là, ils vous disent clairement qu'un sujet macroéconomique, c'est mort. C'est mort. Il faut un sujet précis. En fait, il faut que vous ayez un cas concret. Il faut que vous ayez un client ou un cas concret et qui vous servira d'exemple, de fil conducteur tout au long de votre mémoire pour l'illustrer. Donc, c'est ça qu'il faut chercher au début aussi, un cas concret. En gros, ce qu'il faut avoir à l'esprit quand vous allez rédiger le mémoire, une notion qui me semble assez importante, c'est il faut penser un peu guide méthodologique. Le mémoire, en fait, de DEC, c'est un peu ça. Il faut que peu importe que ce soit, on va dire, une mission dans un secteur d'activité particulier ou la mise en place de process, on va dire, dans le cabinet, mise en place d'outils, réforme facture électronique, parce que c'est un peu le truc à la mode du moment, mise en place de l'IA, ce genre de choses. Quand vous allez rédiger le mémoire, il faut le faire sous forme de guide méthodologique. Donc, en gros, vous expliquez de A à Z comment mettre en place le process ou la mission que vous allez aborder dans votre mémoire. Et après, oui, il faut voir, on va dire, un peu plus loin que le mémoire du DEX, que si on prend l'exemple de Benjamin et le mien, c'est un peu la même chose. Le sujet que vous allez aborder dans le mémoire, vous allez quand même y passer beaucoup de temps. Donc, demain, dans votre exercice professionnel, c'est quand même quelque chose où vous allez acquérir une certaine expertise. Donc, c'est des missions potentiellement que vous allez pouvoir vendre demain ou des process que vous allez pouvoir développer, mettre en place dans les cabinets. Donc, il y a aussi, on va dire, cette vision un peu plus long terme qui fait que votre mémoire de DEX, s'il est bien choisi, il devrait quand même vous suivre même après l'obtention du diplôme. Tout à fait. Et très bien. J'en profite pour dire aux participants que vous pouvez poser vos questions directement dans le chat. Je pourrai les lire après à Benjamin et à Jérôme. Donc la question suivante, c'était quelles sont les meilleures sources d'inspiration? Mais vous avez plus ou moins répondu sur les missions cabinet. Je pense que c'est ce qui ressort le plus. Est-ce que vous avez d'autres choses peut-être à rajouter? Peut-être effectivement, oui, il faut vraiment qu'on travaille déjà sur le sujet en cabinet, mais pas que. Par exemple, moi, mon mémoire, du coup, sur les comptes de campagne, je suis allé plus loin que la mission légale qu'on faisait en cabinet. Et le but, c'était du coup de développer cette mission en faisant de l'accompagnement pour les candidats aux élections. Donc la source d'inspiration, oui, de base, c'était un cas pratique en cabinet avec un client, mais je suis allé du coup plus loin avec cet engagement personnel, cette envie d'accompagner certains candidats aux élections pour qu'ils soient sécurisés dans leur campagne. Donc c'est aussi ce côté aller plus loin que la mission qu'on fait en cabinet pour la développer. Et c'est là qu'on crée, je trouve, de la valeur ajoutée, de la vraie pour nos cabinets, puisqu'on va facturer par exemple des nouvelles missions, on va développer de nouveaux outils, donc le cabinet sera plus rentable et là on aura de la vraie valeur qui est créée pour tout le monde. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête également, je pense.
Ouais, vous avez voilà, la partie, on va dire, mission du cabinet. Après, bah, dès qu'il y a des évolutions réglementaires sur des sujets un peu techniques, un peu particuliers, bah, forcément, c'est des super sources d'inspiration pour les mémoires, parce que bah, si vous tombez au bon moment, en plus, généralement, c'est pas traité. Tout ce qui est bah, mise en place d'outils, de logiciels, de changement de process. Et après, ce qui marche aussi bien dans les mémoires, bah, c'est on va dire une mission un peu classique, basique, mais adaptée à un secteur un peu spécifique. Petite chose du coup aussi qu'il faut avoir à l'esprit, bah, là vous avez de la chance probablement pour la plupart d'être dans l'annexe. Si vous faites des sujets, on va dire un peu orientés management ou orientés mission, ce que je vous invite à faire, c'est quand même vous renseigner auprès de vos collègues dans d'autres cabinets si les cabinets rencontrent les mêmes problématiques que votre cabinet à vous. Ça, c'est une question, alors on en viendra plus tard, mais qui va souvent être posée quand vous allez passer du coup l'oral. C'est bah, très bien, vous soulevez cette problématique dans votre cabinet, mais quid des autres cabinets? Est-ce que il y a déjà des choses mises en place pour les traiter? Est-ce qu'ils ont la même problématique que vous? Donc, quand vous abordez, on va dire, ces sujets-là avec des problématiques qui vous semblent importantes dans le cabinet, pensez à aller vous renseigner un peu ailleurs s'ils ont le même problème que dans votre cabinet à vous. J'ai une question. Est-ce que les questionnaires envoyés aux confrères ou aux clients donnent-ils lieu à des retours exploitables et riches habituellement? Alors, pour que ce soit exploitable, il faut quand même respecter une certaine, j'allais dire, méthodologie scientifique quand on lance le questionnaire en ligne. Donc, ça dépend des questions, j'ai envie de dire. Moi, pour mon mémoire, du coup, j'ai fait un questionnaire où je demandais aux gens de répondre par oui ou par non à différentes missions qui étaient proposées aux candidats aux élections. Et il y avait d'abord une première question, c'est est-ce que vous faites des comptes de campagne? Donc j'avais vraiment comme ça des questions précises et j'arrivais à évaluer quel type de mission de conseil était déjà facturé aux clients candidats et quel n'était pas du tout. Et j'avais comme ça un panel de cabinets qui faisaient des comptes de campagne et d'autres pas. Donc c'était des questions précises et surtout j'avais un bon échantillon. Enfin j'ai plus de 100 personnes qui ont répondu, dont la majorité étaient des experts comptables. Donc ça m'a permis, voilà, par le volume et par la précision des questions, d'avoir quelque chose d'exploitable. Après, j'ai aussi fait des interviews là qui étaient plus qualitatives avec des candidats aux élections pour savoir voilà qu'est-ce qu'ils attendaient concrètement de leur expert comptable. Et là, pour que ce soit exploitable, en fait, j'ai fait la même trame vraiment d'interview pour plusieurs candidats. Et ainsi, enfin, j'ai pu comparer voilà, les différentes réponses parce que je donnais vraiment un cadre aux candidats pour pas qu'ils partent dans tous les sens. Parce que s'il y en a un qui me raconte sa vie et l'autre, bah, après, c'est pas comparable et je peux rien faire. Donc voilà, il faut quand même une certaine rigueur et méthodologie dans les questionnaires. Et après voilà, c'est tant que c'est comparable et qu'il y a du volume, on peut avancer. Ok. Alors, question suivante, comment passer d'un thème large à une problématique claire? J'y vais? Vas-y Jérôme. Alors, bon, bah, vous allez avoir, on va dire, votre thème un peu large bah, qui va être lié peut-être aux missions que vous faites. Donc, si on prend un thème technique, je ne sais pas, le secteur de l'hôtellerie-restauration. Donc, ça va être, on va dire, votre thème global un peu large. Euh, Ce qui peut être, on va dire, en termes de méthodologie, ce qui peut être pas mal, c'est déjà de partir, on va dire, de faire un peu une liste de constats de choses que vous pouvez rencontrer et que vous ressentez en fait au travers des dossiers que vous traitez. Par exemple, si on prend le sujet d'actualité qui est la facture électronique, bah, globalement, du coup, ça arrive, tout le monde sait que ça arrive, mais enfin, les dirigeants d'entreprise qu'on rencontre, bah, si on leur explique pas, clairement, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit, quels sont les enjeux, à quoi ça va servir. Donc ça va être votre constat, par exemple, si on prend le sujet de la facture électronique.
Après, de ce constat, il faut essayer de creuser et réfléchir un peu. Est-ce qu'il peut y avoir une problématique qui se dégage de ça? Bah, la problématique, c'est si les dirigeants du coup comprennent pas la réforme, c'est peut-être qu'on leur a pas bien expliqué. Donc peut-être qu'il faut mettre une méthode en place, du coup pour expliquer la réforme aux clients et pour faire en sorte qu'ils la comprennent et qu'ils l'appréhendent. Donc on va dire ça, c'est votre problème. Et après, à partir de là, vous pouvez découler du coup une problématique. Donc, votre problématique, en gros, elle doit répondre à plusieurs critères. Donc, déjà, c'est être quand même assez précise, hein, répondre à un problème vraiment précis, pas être un truc vraiment trop large. Dans la problématique, on doit déjà un peu, on va dire, déceler la solution que vous allez proposer. Et après, si on est sur un sujet technique, oui, déjà orienter aussi vers une mission ou une proposition de mission que l'expert comptable pourra réaliser. Oui, la problématique, elle doit être assez précise. Elle doit être assez précise parce qu'en fait, dans votre mémoire qui sera découpée en 2-3 parties de chacun, 2 à 4 chapitres, voilà, chaque chapitre, chaque section dedans va répondre à différentes, je ne vais pas dire mini-problématiques, mais différentes questions. Et c'est la réponse à toutes ces sous-questions en fait qui apporteront la réponse à la problématique. Donc la problématique, c'est une question à la fois assez précise, mais qui doit pouvoir englober tout votre mémoire. Et c'est un peu là toute la difficulté. Par exemple, sur mon mémoire compte de campagne, j'ai une première partie sur plutôt comment l'expert comptable se comporte dans le cadre de ses missions compte de campagne. Et sur la deuxième partie, là, je suis plus vraiment dans les différents outils qu'on développe pour l'expert comptable et le candidat. Donc, il y a plein de questions qui se posent tout au long du mémoire. Et la problématique dans tout ça, c'est comment l'expert comptable développe des missions de conseil auprès des candidats aux élections. Donc on a quand même quelque chose de précis, c'est comment on fait pour développer une mission. Mais ça répond à plein de petites questions. Donc il faut arriver à être assez précis. Donc le sujet de mon mémoire, très large, c'était les comptes de campagne, mais en affinant, j'ai trouvé cette problématique de développement de mission. J'ai une nouvelle question. Comment faire pour éviter d'avoir un mémoire descriptif et comment faire un bon outil? Ah ben, faut pas décrire pour pas faire un mémoire descriptif. Ça, ils l'ont remis en plus dans la note du jury là pour qu'ils ont publié en janvier. Ils veulent même plus de partie théorique en fait dans le mémoire. Il faut vraiment que constamment on applique la théorie à la pratique. Tout le temps, une phrase théorique que vous dites, en fait, ça doit se traduire en un comportement concret de l'expert comptable ou dans le développement de la mission ou d'une réflexion qu'on aboutit. Enfin, il faut pas décrire, même en fait, même rappeler les caractéristiques d'un secteur d'activité, ça, c'est même limite, quoi. C'est ce qu'ils ont mis dans la dernière note du jury. Donc là, ils veulent vraiment éviter au maximum le descriptif en développant les outils, en fait, en expliquant les contrôles que vous faites, les travaux que vous faites, le comportement de l'expert comptable, enfin, vraiment être dans l'action plutôt que dans un descriptif général qui est un peu blabla et qui pourrait endormir un lecteur du mémoire. Surtout les experts comptables, ils veulent du concret. Ouais, Je sais pour pas ce que tu en rebondir penses, un peu Jérôme. sur ce que tu as dit, en gros, un bon mémoire, il faut se dire que si vous avez une bonne note, il va être publié là, sur le site de l'Ordre, donc Bibliodec. Il faut se dire que il faut essayer de prendre du recul sur votre travail et se dire demain, un expert comptable lambda qui a la même problématique que vous ou la même mission à mettre en place, il doit pouvoir prendre votre mémoire et appliquer exactement à la lettre ce qu'il y a dedans sans se poser de questions. Il doit pouvoir réaliser la mission que vous proposez. Donc, en effet, toute la partie descriptive, rappel de la réglementation et tout ça, alors bon, des fois c'est important, mais bon, en fait, le public auquel va s'adresser votre mémoire plus tard sera des professionnels qui font leurs heures de formation et tout ça.
Donc, les caractéristiques des secteurs d'activité, la réglementation, ça, c'est des choses qui sont censées, on va dire, maîtriser. Donc, oui, il faut aller directement dans le concret et vraiment avoir, on va dire, cet esprit guide méthodologique, mode opératoire qui permet de mener, en fait, du coup, la réponse à la question que vous avez posée en problématique ou la mission que vous proposez à bien. Très bien. J'ai une autre question. Comment faire recours à l'usage de ChatGPT sans tomber dans le plagiat? Sans tomber dans le plagiat. Parce que ChatGPT, ça, faut éviter. Hein. Enfin, il peut vous aider, je Pour sais moi, pas, à ouais, faire des corrections ChatGPT, alors, orthographiques. Mais... bon, ça peut être bien de s'en servir, mais il y a un vrai risque parce que, on va dire, c'est des intelligences artificielles qui ont une certaine façon de rédiger. Quand vous lisez du coup un script qui a été écrit par de l'IA, en vrai, ça se ressent un peu, on trouve que ça fait pas naturel ou en fait, le temps employé par rapport à la personne qu'on a en face, il y a quelque chose qui colle pas. Donc, ça peut être bien pour s'inspirer sur certains sujets et gagner un peu de temps, mais le mieux, ça reste quand même, on va dire, d'être maître de ce qu'on écrit et de pouvoir se dire à la fin, il y a 100% de ce qu'il y a dans mon mémoire, c'est moi qui l'ai écrit et c'est pas une IA. Parce que ça se ressent quand on lit, honnêtement. Oui, je sais pas si. Oui, c'est sûr que ça se ressentirait dans le sens où ChatGPT serait trop descriptif. Enfin, ChatGPT, il n'est pas derrière nous quand on remplit notre outil, quand on fait notre feuille de travail. Donc, il ne sait pas toutes les étapes qu'on fait, qu'on traduirait, nous, phrase par phrase. Donc, il ne sait pas tout ça. Il n'a pas fait la mission, il réfléchit pas comme nous. Donc, je pense que c'est même, on ne peut pas l'utiliser pour un mémoire de deck, c'est pas possible. Il faut tellement que chaque phrase soit pesée, tout est précis, tout est de l'expérience personnelle. Je ne vois pas comment il pourrait nous aider, à part avoir déjà rédigé quasiment ces 100 pages. Et là, l'intelligence artificielle peut nous aider à relire, à corriger les fautes d'orthographe. Donc ça, ce serait un outil. Mais il y a peut-être déjà d'autres outils qui permettent de corriger les fautes d'orthographe. Que ChatGPT, j'ai plus les noms en tête, mais je ne pense pas que ce soit une aide. Hein. Au contraire, ce serait une perte de temps parce que si ChatGPT rédige un mémoire, il faudrait tout reprendre. Chaque phrase, c'est n'importe quoi, c'est pas sourcé. Ils inventent des trucs, ChatGPT en plus. Donc, il peut même mettre des trucs faux. Donc, c'est trop risqué. Et pour moi, c'est pas un gain de temps. Et surtout, c'est nul, quoi. Enfin, le but, c'est creuser un sujet au maximum pour que vous deveniez l'expert. C'est pas ChatGPT qui va être l'expert, c'est vous. Comme ça, vous serez vraiment spontané, là, avec un procès, vous lui présentez la nouvelle mission que vous avez développée, vous la connaissez par cœur, hop, tout de suite, ça match, et hop, l'aide de mission signée, les honoraires arrivent. Donc, faut vraiment le voir comme ça, le mémoire. Hein. Vous creusez le sujet, vous devenez l'expert du sujet, et ça permettra après de développer votre portefeuille au sein du cabinet. Enfin, c'est pas une perte de temps, hein, c'est vraiment un entraînement, je trouve, pour le jour où vous aurez le deck, être totalement autonome. Et Alors, puis, j'ai il pas mal de faut quand questions. même avoir à l'esprit, oui, que quand vous allez passer votre soutenance, une des premières, on va dire, missions du jury, Il ça regarde va si être vous de avez rédigé. s'assurer que la personne qui est en face d'elle, c'est bien elle qui a rédigé le mémoire. Ah Donc, ouais, si vous passez par une intelligence artificielle pour rédiger 80% du mémoire, ça va se sentir et vous risquez la note éliminatoire. ah oui. Ah, si le jury du deck, le jour J, là, de la soutenance, il vous dit ah, pourquoi vous avez écrit ça, page 1, ne dites jamais je sais pas. Là, c'est fini, là. Le but de la soutenance, c'est vraiment prouver que vous avez tout rédigé. Donc, il faut connaître son mémoire sur le bout des doigts. Alors, j'ai vu qu'on avait pas mal de questions dans le chat. On va avancer un peu. Et à la fin, si vous avez toujours ces questions, on y répondra. On passe du coup à l'agrément. Question, qu'est-ce qui entraîne le plus souvent un 4-2 ou un 4-3? Vas-y, Jérôme, si tu veux. Ouais, alors, plusieurs choses. Donc, 4-2, c'est du coup réserve, en gros, et pour résumer, et 4-3, c'est refus du sujet. Euh, Qu'est-ce qui peut vous entraîner? On va commencer plutôt par le 4-3, parce que c'est un peu le plus simple à aborder.
Le 4.3, ça va être un sujet qui n'est pas du coup, qui est pas en lien direct avec l'expertise comptable ou qui est trop large. Benjamin parlait de sujets macroéconomiques. Si vous parlez du chômage en France, autant dire que vous allez prendre un 4.3 direct. 4.4. La TVA en France, 4.3, la fiscalité en France, 4.3. Il faut vraiment que ce soit un sujet, on va dire, en lien avec des missions ou des choses, des process qu'on peut mettre en place dans un cabinet d'expertise comptable. Le 4.2, là, c'est plutôt des réserves. Il ne faut pas le voir comme un échec, mais même des fois plutôt comme une bonne chose. Moi, à titre d'exemple, j'ai eu un 4.2 avant d'avoir le 4.1. Le 4.2, en fait, c'est que l'examinateur, donc il faut avoir à l'esprit que la personne qui va valider votre notice, elle sera présente à la soutenance. Le 4.2, en fait, c'est qu'il y a des réserves et que du coup, on va vous demander de reprendre ou de repréciser en fait certains points qui plaisent pas. L'avantage, c'est que du coup, vous allez avoir des commentaires et des axes d'amélioration ou des choses à modifier en fait de la part de l'examinateur. Il faut le voir dans le sens où l'examinateur va vous indiquer, en gros, qu'est-ce qu'il attend de vous dans le sujet que vous allez traiter. Ça, c'est plutôt pas mal parce que ça permet de corriger un peu le tir sur des parties où, là, par rapport à ce qu'il vous dit, vous n'avez pas forcément prévu de parler exactement de ça. Et on va dire, ça permet de rentrer dans les cases et un peu dans ce que attend du coup l'examinateur. Pareil, si vous avez un 4.2, vous allez avoir l'adresse mail et probablement les coordonnées du coup de l'examinateur. Surtout pas hésiter à l'appeler pour échanger du coup à l'oral avec lui sur en gros ce qu'il attend et le pourquoi et trouver les explications pour lesquelles il vous a mis un 4.2 notamment. Oui, le 4.2, c'est vrai, comme tu dis, c'est positif dans le sens où on comprend vraiment les attentes de l'examinateur et les points qu'on doit améliorer. Donc prenez bien en compte le 4.2 si vous le recevez, prenez en compte toutes les remarques. Et sur le 4.2, vous avez également, je ne sais pas si vous avez le numéro de téléphone, vous avez au moins l'adresse électronique du correcteur, donc l'un des 2 membres du jury généralement, et vous pouvez d'ailleurs le contacter et échanger avec lui sur ces différents points. Donc je vous conseille aussi d'échanger avec votre contrôleur de stage sur votre mémoire. Utiliser son temps disponible au maximum. La plupart aiment beaucoup vous aider. Donc ce que je voulais dire également sur le 4.2, c'est que moi j'en avais reçu un pareil et il m'avait dit, là je l'ai sous les yeux, merci de développer et mieux présenter les missions et l'apport dans la nouvelle demande d'agrément. Donc moi, en fait, j'avais pas été assez précis sur les missions que je voulais développer au sein du cabinet. Parce que là encore, c'était pas des missions que je pratiquais, enfin pas toutes les missions de conseil que je voulais proposer aux clients, on les faisait pas au sein du cabinet, donc j'essayais un peu de les créer. Et c'est pour ça que j'étais pas encore assez précis au moment de mon premier dépôt. Donc j'ai retravaillé les missions et puis la deuxième fois c'est passé. Et le deuxième sujet, c'était les apports. Donc là, il voulait vraiment que je justifie quel est l'apport pour le cabinet et surtout, comme tu l'as dit, Jérôme, pour la profession en général, quel est l'apport de mon mémoire. Et ça, l'examinateur, le jour de ma soutenance, il me l'a dit. Là, moi, quand je vois votre mémoire par rapport à la première demande, là, je sens l'outil, je sens les différents outils qui sont expliqués, bien expliqués, et là je pourrais l'appliquer dans mon cabinet. Alors que ce n'était pas trop le cas lors de ma première demande. Donc ayez ça en tête, c'est un expert comptable qui va reprendre votre mémoire et il a vraiment envie de pouvoir appliquer les outils que vous développez. Il a vraiment envie de pouvoir développer la mission que vous expliquez dans votre mémoire assez rapidement. Voilà. Donc il faut vraiment être clair et précis et pas faire de blabla en fait. Et à l'inverse, j'ai eu des connaissances qui ont eu un 4.1 direct, donc sans commentaire, et le jour de la soutenance, en gros, on leur a reproché de dire en fait, par rapport à votre notice, dans le mémoire que vous m'avez présenté, je retrouve pas, enfin, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et du coup, en fait, le fait d'avoir un 4.1 sans commentaire, ça les a presque en fait un peu desservis.
Donc, pas de Et panique, si justement, vous avez un 4-2, c'est plutôt une bonne chose. est-ce qu'après un 4-1, est-ce qu'on peut contacter le jury par mail, si on veut préciser? Bien sûr. Il y a l'adresse mail sur le 4.1 aussi, donc on peut contacter l'examinateur et parler du sujet. C'est autorisé. Ok. Et j'ai une autre question. Est-ce que vous avez une idée du meilleur rétro-planning pour soumettre sa demande d'agrément? Parce que si jamais on a un 4-2 trop tard, pour pouvoir représenter ce genre de choses. Alors, il faut la déposer, sa demande d'agrément au moins 6 mois avant l'épreuve. Ouais. Donc, 6 mois avant, Bah, ça fait ça que pour nous amène novembre, des... tu déposes en mai, Pour Pour la session. novembre, tu déposes en mai, et mais pour tu mai, tu dois déposes en novembre. Et pour mai, tu déposes en novembre. Mais le truc, c'est ça le rétro-planning, parce qu'il faut rédiger son mémoire dans la foulée. Parce que moi, je l'avais passé en mai, et du coup, il fallait que j'ai fini de rédiger en février. Et j'avais déposé la demande d'agrément en novembre. C'est ça? C'est possible? Ouais, c'est ça. Ok. Bah moi, j'ai eu de la chance, il m'a répondu tout de suite. Donc, dès que j'ai eu le go, j'ai pu rédiger le mémoire. J'avais 2-3 mois pour rédiger. Donc c'était bon, mais s'il met du temps à répondre, là, il faut peut-être voir un peu plus large et pas déposer la demande d'agrément 6 mois avant les épreuves. Essayer Surtout de le qu'on peut la déposer. déposer toute l'année. Ah oui, on peut la déposer toute l'année, donc le plus tôt, c'est le mieux. Mais si on la dépose que 6 mois avant, s'ils sont réactifs derrière, ça passe largement. J'ai pu rédiger dans la foulée, moi. Je sais pas ce que tu en Je penses, sais plus, Jérôme. je crois que j'ai dû déposer. Alors, moi, j'ai passé sur la session de novembre, donc il fallait finir de rédiger au 31 août. Mhm. Ça, vous allez vous en rappeler du coup du temps que vous passez à rédiger, ça, je vous promets. Oui. Tout à fait. Et du coup, oui, j'ai dû déposer, je dirais, ma notice. Je pense que c'était à déposer avant le mois de mai, donc peut-être en mars-avril, je dirais. Ok. On passe à la question suivante. Est-ce que vous avez des conseils pour rédiger une notice convaincante et bien structurée? Alors, au niveau de la notice, déjà dans votre notice, vous allez mettre votre problématique. Donc, si vous avez une problématique du coup de qualité et que vous avez construit selon une méthode, en gros, enfin assez rigoureuse, déjà c'est plutôt un bon point. Chose très importante, dans la notice, on vous demande du coup le plan détaillé. Donc ça, c'est peut-être, on va dire, peut-être la partie la plus importante et le plus gros du travail. Donc déjà, ça vous permet déjà de bien structurer ce que vous allez mettre dans votre mémoire et du coup d'avoir un plan déjà du coup en béton. Au niveau du plan, oui, du coup, alors, il y a plusieurs méthodes, mais bon, généralement, on fait des plans en 3 parties, je dirais, en 3 grandes parties, avec des sous-parties, ainsi de suite. Et c'est pareil, si il faut que dans la notice, on va dire, le jury, en fait, ressente on va dire l'apport que vous allez faire. Donc, l'apport, ça va être sous forme d'outils, sous forme de guide, de lettre de mission type, par exemple. Donc, ce qui peut être pas mal de faire, c'est quand vous développez le plan, en gros, quand vous allez arriver dans vos sous-sections, vous pouvez mettre, par exemple, là, je vais parler de tel outil. Et du coup, ainsi de suite. Comme ça, le jury a bien la déclinaison du coup, de la production, on va dire un peu en annexe de la partie purement rédactionnelle du mémoire. Et du coup, va pouvoir un peu mesurer la valeur ajoutée que vous allez du coup apporter. Alors, juste pour revenir 30 secondes sur la question d'avant, sur le rétro-planning, là, je regardais les temps que j'avais notés pour la rédaction du mémoire et j'ai pris à peu près 200 heures à le rédiger. Donc, en fait, j'ai fait 24 journées de 8 heures. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand je dis journée de 8 heures, en fait, il y avait deux soirs où je passais 4 heures à rédiger. Non, non, il y avait 2 soirs où je passais 2 heures à rédiger et après je faisais une journée complète le dimanche et 4 heures le samedi après-midi. Donc j'avais bien 16 heures. Et du coup, voilà.
Donc, j'ai réussi à rédiger le mémoire en 3 mois, comme ça. Donc, en faisant 2 soirées de 2 heures, une demi-journée de 4 heures, une journée de 8 heures. Donc, est-ce que enfin, ça dépend des gens. Donc, est-ce que votre planning vous permet, vous, d'encaisser ça, 16 heures de rédaction par semaine? Donc, c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pour ça que j'ai réussi à encaisser, moi, les 2-3 mois de rédaction. Donc, voilà. C'était juste une parenthèse. Et pour la notice, moi, j'ai entièrement d'accord avec ce que Jérôme a dit. Moi, j'ai rien inventé. J'ai suivi le plan qu'on nous avait donné sur la note du jury en formation de deck. Donc, j'ai d'abord mis l'intérêt du sujet, puis la problématique, puis les objectifs. Et donc là, j'ai fait 3 sous-parties, valeur ajoutée, apport et limite du sujet. Et après, du coup, j'ai fait une partie légitimité à rédiger sur le sujet. Ça, c'était très important pour moi, notamment parce que j'allais développer des outils qu'on n'avait pas encore au cabinet. Donc, il fallait que je montre voilà, que c'était en cours de création. Et dernière partie, action menée et à mener. Et donc là, j'expliquais un peu les différentes interviews que j'allais mener, les différents outils que j'allais créer. Donc voilà, le but c'est de convaincre le jury qu'on va rédiger quelque chose d'incroyable, qu'on en est trop fier. Donc il faut vraiment croire en ce qu'on fait et essayer de le défendre au maximum dès la notice et jusqu'à la soutenance. En fait, voilà, votre notice, pour qu'elle soit vraiment convaincante, il faut que dans la notice, on ressente qu'il y ait quand même un peu de travail derrière. Enfin, une notice de deck, ça se rédige pas en 15 ou en 15 heures, hein. Il faut quand même beaucoup plus de temps parce qu'il faut déjà réfléchir au plan. Un peu, on vous demande en plus de détailler le nombre de pages, donc il faut déjà un peu savoir en plus dans vos sous-parties ce que vous allez mettre. Il faut déjà avoir une idée des outils que vous allez pouvoir proposer dans votre mémoire, comment les mettre en valeur. Et le jury, du coup, doit aussi ressentir que c'est quelque chose, c'est un sujet que vous pratiquez, qui vous anime un peu, sur lequel vous êtes à l'aise et que vous avez envie de développer sur ce sujet. Et surtout, oui, voilà, que sur lequel vous allez avoir accès, on va dire, un accès un peu terrain sur ce sujet, donc pouvoir le pratiquer ou le mettre en place à l'avenir. Ok, du coup, question suivante. Comment bien s'entourer pour augmenter ses chances d'obtenir un 4.1 et de réussir à rédiger le mémoire sans burn-out? J'hésite entre les collègues et l'annexe d'abord. Bon, allez, d'abord l'annexe, parce que c'est aussi les collègues. Ouais, l'annexe, ça m'a beaucoup aidé par toutes les formations qu'il y a eu, que ce soit de la recherche du sujet jusqu'à la préparation de la soutenance. Je me souviens des formations avec Cyril. C'était vraiment incroyable, toute cette aide qu'il y avait tout au long du parcours. Et voilà, donc l'annexe, ça m'a apporté beaucoup de connaissances et aussi de la motivation parce qu'on rencontrait d'autres personnes, j'allais dire dans la même galère, qui sont un peu à la même étape que toi. Et ensemble, comme ça, on se motive. Donc, s'entourer voilà, de gens comme vous qui sont motivés à rédiger un mémoire, c'est vraiment important, je pense. En groupe, on se motive plus et on avance plus vite. Enfin, en tout cas, la plupart des gens que j'ai rencontrés, c'était comme ça. Après, il y en a peut-être qui sont mieux à être tout seul tranquille, mais c'est vraiment un long chemin. Donc, faire tout ça tout seul doit être dur. Ouais, il y a ça. Après, il y a les collègues déjà aussi que vous pouvez avoir, on va dire, au bureau ou au travail. Ils peuvent vous aider en répondant à vos questionnaires ou relayer les questionnaires. Parce que bon, l'expertise comptable, c'est pas un très très grand milieu, donc on a vite fait quand même d'avoir des connaissances dans un peu tous les cabinets de la ville où on se situe. Aussi, l'expert comptable qui est votre maître de stage en fonction du relationnel et des liens que vous avez avec lui, lui déjà, il peut vous apporter son expérience terrain, vous challenger un peu sur le sujet et sur ce que vous voulez développer. Enfin, moi, je sais qu'à mon niveau, l'associé avec qui je travaillais à l'époque m'a vraiment beaucoup aidé, que ce soit pour challenger le sujet, pour faire de la relecture de parties.
Donc ça, c'est important, je trouve aussi d'avoir un lien assez fort et de confiance en fait avec l'expert comptable qui vous suit en tant que maître de stage. Alors c'est plus compliqué peut-être dans les plus gros cabinets, mais pour moi, pour ceux qui ont la chance d'avoir ce lien-là, c'est vraiment quelque chose d'appréciable et qui vous aide vraiment beaucoup pour le mémoire. Et pour toute la partie interview que vous allez faire dans votre mémoire, là c'est important d'interviewer tous les experts du sujet. Donc moi par exemple sur les comptes de campagne, il fallait obligatoirement que j'interviewe les membres de l'ordre, soit régional ou national, qui sont référents sur ces sujets politiques comptes de campagne. Et il fallait également que voilà, j'ai des interviews de personnes à la Commission nationale des comptes de campagne, c'est ceux qui contrôlent les comptes de campagne. Donc il fallait vraiment que j'ai tous les experts du sujet cités dans ce mémoire. Donc c'est également ces gens-là qu'il faut aller chercher, rencontrer, et ils peuvent beaucoup vous aider dans la rédaction, enfin dans la construction du mémoire. Alors, Ouais, moi, j'ai c'est une la autre même question. chose quand j'ai fait mon mémoire profession libérale, où il y a un comité profession libérale au niveau de l'ordre. Donc, il faut contacter les gens qui font partie du comité pour voir déjà s'il y a des outils qu'eux, ils ont développés dont vous pouvez vous inspirer pour votre mémoire. Donc, ça, c'est vraiment très important parce qu'à l'inverse, si jamais vous ne le faites pas, vous allez avoir des questions là-dessus en vous demandant qui est-ce que vous avez contacté est-ce qu'il n'y a pas déjà des gens à l'ordre qui s'occupent de ces sujets-là? Si vous n'avez pas pris l'initiative du coup de vous renseigner et de contacter ces personnes, là vous allez prendre un petit taquet de la part du jury, c'est certain. Moi, j'ai une autre question, du coup. Est-ce que vous avez recours à un coach? Et je vais pouvoir y répondre en partie. Nous, à l'Annexe Centre, on est en train de mettre en place justement un partenariat avec l'association des experts comptables retraités qui proposent, eux, des coachings mémoire. Donc, qui vous aident à partir du moment où vous avez votre agrément, par contre. Mais à partir du moment où vous avez eu votre 4.1, ils vous aident à vous motiver, à vous aider à rédiger. Ils font des lectures et ils peuvent même vous faire des soutenances blanches où ils essaient de vous mettre un peu en situation, un peu de stress pour que vous soyez prêts si jamais vous avez un jury qui est un peu plus dur. Et donc, ce partenariat qu'on est en train de mettre en place, pour tous les adhérents de l'annexe centre, ce serait 75 € pour avoir le coaching mémoire avec ECR, au lieu de 150 € de base, ce qui est quand même bien en dessous des tarifs qu'on peut voir sur le marché. Après, je ne sais pas vous ce que vous avez comme avis sur les coachs mémoire. Ça doit. Ce que vous faites là avec l'annexe centre, c'est vraiment bien d'avoir ce retour d'expérience d'un expert comptable. Enfin, ça permet je pense, de bien challenger les sujets et d'améliorer son mémoire. Après, moi personnellement, j'ai pas eu de coach pour le mémoire. Ça a été vraiment l'annexe, mon coach tout au long du parcours, hein. J'ai fait les différentes visios qui étaient proposées, parfois payantes, parfois non. Voilà, donc moi je me suis vraiment nourri de l'annexe pour la méthodologie. J'ai bien lu la note du jury et comme ça j'ai pu construire un mémoire. Donc le coach, ça je peux pas trop partager d'expérience là-dessus comme j'en ai pas eu, mais les gens qui autour de moi qui avaient accès à un coach, voilà, avaient des bons retours à chaque fois et ça s'est bien passé. Ouais, moi c'est la même chose. Alors j'ai pas utilisé de coach directement, mais des retours que j'ai eu de mes confrères qui avaient pris un coach, euh, ils étaient plutôt contents parce que d'une, ça vous fait une personne qui vous relie, qui travaille pas dans le cabinet où vous êtes, donc qui peut avoir un regard un peu extérieur, un peu différent, qui va probablement vous imposer un planning. Donc, mine de rien, le fait d'avoir un petit coup de pied aux fesses pour dire qu'il faut rédiger, ça peut, on va dire, aider certains à avancer pour les plus procrastinateurs d'entre vous. Oui, moi, c'est pareil. Les retours que j'avais eu, c'est que c'était plutôt pas mal d'être entouré par une personne, on va dire, un peu spécialiste d'accompagner du coup les, euh, les experts comptables mémorialistes. Très bien.
Du coup, on avance sur le webinaire et on attaque la partie sur la rédaction. Est-ce que vous avez un planning réaliste, vous, pour concilier cabinet, stage, mémoire? Toi, Benjamin, qui a bien suivi tes heures, comment tu as réussi à concilier le tout? Je me suis bloqué des créneaux dans, dans un planning, voilà, Google Agenda, pour leur faire de la pub, où j'avais vraiment, du coup, je vous ai dit, ces soirées, le mardi soir et le jeudi soir, je bloquais 2 heures où j'étais à fond sur mon mémoire. Donc au début, pendant la préparation de la notice, et puis pendant la rédaction. Et après, le week-end, j'avais une journée complète où là, j'étais à fond mémoire pendant 8 heures, et une autre journée où je faisais que 4 heures, entre guillemets, mais bon, voilà, faut dormir le matin aussi. Donc voilà, je me suis vraiment bloqué ces créneaux-là pour avancer. Et après, sinon, au niveau du rétro-planning global, bien sûr, je perds ma feuille des temps. Ouais, du coup, 500 heures au total. Du coup, j'avais dit 80 heures sur le choix du sujet du mémoire. 70 heures où là, j'ai construit le plan et j'ai fait la demande d'agrément, j'ai rédigé la notice. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Et dans le même temps, j'ai découpé les temps en deux. Parce que j'ai pris à peu près 50-60 heures, là je suis plus trop sûr, dans tout ce qui est bibliographie et recherche documentaire. Ça m'a pris pas mal de temps, mais et c'est important, je pense qu'on aurait dû aussi en parler au moment du choix du sujet du mémoire. Une fois qu'on a son idée, son choix, il faut vraiment aller dans la bibliographie, chercher plein d'articles de recherche, d'articles d'experts dans les revenus professionnels pour construire sa notice. Voilà, parce que dans la notice, on met aussi une bibliographie. Voilà, et après, c'était voilà pour le rétro-planning. Après, j'ai eu du temps à la fin pour la soutenance. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est fait sur Excel, une répartition des heures dont vous aurez besoin. Donc à peu près, j'avais dit 80 heures sur le choix du sujet, 70 heures sur le plan du mémoire et l'agrément, 60 heures sur la bibliographie et recherche documentaire, mais ça, en fait, ça rentre dans les 2 premiers. Et puis pour l'écrit, environ 200 heures pour l'écriture du mémoire. Donc voilà, après, ça dépend vraiment des gens. Moi, je sais que du coup, une fois que j'ai eu le go, pendant 3 mois, j'étais à fond en train de rédiger le mémoire, quoi. 2 soirs, une après-midi, une journée entière. Donc je sais pas comment toi, Jérôme, t'as fait pour organiser ton planning à ce moment-là, mais moi, c'était chaud, j'avoue. Ouais, moi, j'ai passé sur la soutenance, on va dire, de novembre, donc en me disant comme ça, j'aurai l'été pour rédiger. Ah, je fais ça. Mmh, Donc c'est bien, on a deux approches un peu différentes. mmh, J'ai pas fait de suivi de temps, mais je sais que oui, en passant sur la soutenance de novembre, on se dit qu'on a les vacances d'été pour rédiger le mémoire. Donc je sais que le mois d'août, j'ai passé quasi tout le mois d'août du coup à bosser sur le mémoire. En termes de suivi des temps, paradoxalement, j'ai pas l'impression que ce soit la rédaction des 100 pages en soi qui prenne le plus de temps. C'est plutôt, on va dire, la partie en amont, plan détaillé avec les idées qu'on va développer, qui là vraiment prend beaucoup plus de temps que de la pure rédaction. tout à fait. Euh, et aussi toute la partie outils, questionnaire et tout ça, qui prend du coup énormément de temps. On Tu va tu dire, une fais fois que bien vous de avez votre souligner. plan détaillé avec les idées et les outils, Mmh, écrire les 100 pages, alors mmh. sur le papier, on se dit que ça fait peur, mais au final, pas tant que ça, enfin, à mon sens. Tu fais bien de le souligner, ça, parce que quand je parlais de mes temps avec d'autres experts comptables mémorialistes, ils étaient choqués par le temps que j'avais pris à rédiger le mémoire. Mais c'est qu'en fait, j'avais dû pas passer assez de temps sur le plan détaillé, sur le vrai plan détaillé où tu sais vraiment tout ce que tu vas mettre dans chaque partie. J'ai mis des trucs très généraux, mais en fait, une fois que je me suis retrouvé devant ma sous-partie, là, mais j'avais limite la page blanche, j'avais envie d'écrire que 3 lignes, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps, moi, sur la rédaction du mémoire. Mais, mais du coup, oui, vraiment passer du temps sur le plan détaillé au maximum, construisez quelque chose de très, très, très solide. Et normalement, en théorie, la rédaction, c'est vraiment censé Ouais, rouler. on anticipe un peu la question d'après, mais oui, plus votre plan est détaillé,
plus, on va dire, c'est facile à rédiger parce que bah, les sous-parties, vous savez déjà exactement les idées que vous allez développer. Donc, il n'y a pas de peur de page blanche. Enfin, là, c'est juste de la rédaction, on va dire, pure et dure. Il n'y a pas à se dire, là, qu'est-ce que je vais mettre? Parce que bah, vous avez déjà les idées en fait, que vous allez développer dans la partie que vous êtes en train de rédiger. Donc, là, ça se fait Ouais. facilement pour le coup. Vous avez Donc, ça déjà fait très bien le l'idée. lien. Vas-y, je te laisse. Non, j'allais dire, vous avez déjà l'idée et l'expérience, parce que vous avez déjà développé ces outils, travaillé avec les différents tableaux que vous allez créer, et ça, ChatGPT l'a pas. Donc c'est vraiment à vous de rédiger tout ce que vous avez vécu comme expérience. Donc, j'allais dire, ça fait très bien le lien avec la question suivante. Par quoi commencer pour éviter la page blanche? Un bon café. Non, faut connecter les neurones, mais oui, oui, ça fait le lien avec la question d'après. En fait, faut un plan détaillé où on sait vraiment tout ce qu'on va mettre dans chaque sous-section. Parce que vous avez votre partie, votre chapitre, votre section et votre sous-section, et à l'intérieur des paragraphes. Donc, il faut vraiment aller dans ce détail lors du plan détaillé avec chaque paragraphe. Et chaque paragraphe doit se rapporter à un outil. Moi, du coup, j'avais un grand tableau Excel, et pour chaque paragraphe, en fait, du coup, j'avais une ou deux phrases où j'expliquais de manière générale ce qu'il allait y avoir dans le paragraphe, mais j'avais un lien vers un outil, vers une annexe, vers une documentation. Donc, je savais que si je rebuguais un peu sur ce paragraphe, je pourrais m'aider en fait de ce que j'avais mis en lien. Donc, de la doc, des annexes, des outils, voilà. Donc c'est comme ça qu'on s'aide, hein, en ayant quelque chose de concret derrière chaque paragraphe. Oui, et puis pour ceux qui auraient un peu peur en se disant, ouais, le plan détaillé, comment je vais faire pour arriver à ce résultat-là? Euh, Là, je rebondis un peu, oui, sur le fait qu'on a peut-être un peu éludé, c'est la partie recherche bibliographique, et notamment bah, les mémoires qui ont déjà été écrits sur, on va dire, le sujet ou un sujet un peu proche. En lisant du coup ces mémoires-là, vous allez quand même vous rendre compte qu'il y a quand même une certaine logique dans ce que vous voulez développer, on va dire développer, qui apparaît et qui va vous aider et vous orienter sur le plan. Alors d'abord les grandes parties et puis après bah, on descend d'étage en étage pour s'assurer que bah, le sujet qu'on traite, on a bien tout survolé et qu'il n'y a pas on n'a pas d'angle mort en fait dans le sujet tout simplement. Hmm. Et ça prend du temps, hein. Toute la recherche bibliographique, lire d'autres mémoires sur le sujet, lire des articles, ça prend du temps pour parfois pas grand-chose, hein, parce qu'on va retenir que une ou deux sous-parties d'un mémoire qui nous concerne. Mais ouais, ça prend pas mal de temps. Bah, Et pour ceux, il oui, faut qui s'en passer par là. rappellent un peu, oui, la méthode fiche de lecture, du coup, peut être pas mal. Donc, bah, en Hmm. gros, vous faites un petit résumé des lectures que vous avez faites pour après essayer de dégager les idées qui reviennent un peu à chaque fois, quoi, et qu'il faudra développer. Ouais, voilà, une fiche de. Ouais, tout à fait. C'est ce que j'ai fait aussi là. Je prenais vraiment les points clés dans chaque mémoire, chaque article, et hop, après je les synthétisais dans mes travaux de recherche sur le mémoire. Donc il y a toute une recherche à faire dans la bibliographie. Franchement, c'était pas le plus drôle. Mais bon, c'était quand même intéressant en vrai. On va pas se mentir. Du coup, on poursuit. Est-ce que vous avez des conseils pour maintenir la motivation? Alors moi, j'ai une phrase que Hum, j'aime bien sortir de temps en temps. Bon, c'est issu d'une Jérôme série, hein, mais philosophe. c'est du coup, oui, comment on fait pour manger une baleine? Bah, une bouche après l'autre. Donc là, c'est un peu le même principe. Enfin, le travail paraît titanesque au départ, et bah, comment on fait pour avancer? Bah, il faut se fixer des micro-objectifs. Dire, bah, aujourd'hui, du coup, je fais une fiche de lecture sur tel article, tel bouquin ou telle mémoire, et ainsi de suite. Après, quand vous êtes sur la rédaction, bah, aujourd'hui, il faut que je rédige telle sous-partie, et ainsi de suite. Et du coup, petit à petit, comme ça, on arrive à avancer. Et le fait de se fixer des micro-objectifs et des points de passage, ça permet bah, de jalonner le travail au fil du temps et de se maintenir une motivation en se disant bah, aujourd'hui j'ai bien bossé, j'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire.
Là, c'est un peu la même chose en cabinet quand vous planifiez vos travaux. Au final, du coup, vous faites un planning avec les temps à passer par dossier, par mission. Mm. Là, c'est un peu exactement la même méthodologie, je trouve, pour le mémoire. Mm. Et ce qui m'a aidé à saisir, à suivre mes temps, en fait, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment saisi mes temps, en fait, j'ai planifié tous ces temps-là, et puis après, j'ai suivi et j'ai ajusté au réel. Mais c'est vraiment toute cette planification qui m'a donné une vue, un objectif, et qui m'a fait avancer, et qui aussi, je dirais, m'a enlevé une certaine charge mentale du mémoire, comme j'avais tout planifié mes étapes. Elles étaient écrites quelque part et j'avais plus à y penser. Et pareil, quand je me bloquais là, mes 2 soirées et mes parties le week-end, en fait, c'était assez dur parce que parfois j'avais pas envie et je devais me forcer à travailler sur le mémoire parce que sinon je savais que ça passerait pas. Mais en même temps, en fait, en planifiant ces moments de travail, les autres moments, je savais que c'était plus ou moins du temps libre. Enfin, il y avait le temps au cabinet aussi, mais parfois il y avait des moments de temps libre, des soirées tranquilles, etc. Et du coup, je profitais vraiment de ces temps de pause-là. Donc c'était quand même très intense, mais en même temps, j'avais aussi ces pauses de planifier qui me donnaient un bon équilibre. Enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais je cours beaucoup. Et du coup, j'arrivais à avoir cet équilibre de vie sociale, sport et rédaction de mémoire au début d'une période fiscale. Enfin, c'était quand même assez fou. Donc, je dirais comme conseil, planifier aussi des pauses, des moments où vous êtes sûr de vous reposer, quoi. Mais vraiment, enfin, les 7-8 heures de sommeil, c'est déjà beaucoup. Ça ne suffit pas, hein. Il faut aussi des vrais moments de pause où on déconnecte un peu le cerveau. Donc, moi, je conseille de maîtriser sa fatigue pour tenir sur la durée. Mais je sais que c'est pas facile pour tout le monde, surtout ceux qui ont des enfants et tout. Oh là là, je sais pas comment j'aurais fait. Mais bon, c'est voilà, faut se battre. C'est possible. Franchement, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, hein. C'est juste une question d'organisation. Franchement, le DSCG, j'ai trouvé ça dur, hein. Franchement, j'ai eu ric-rac. Mais le deck, c'est réussir à dégager du temps. Réussir à dégager du temps pour préparer les épreuves, c'est ça le secret, je trouve. C'est pas un grand niveau de difficulté, mais c'est trouver l'énergie et le temps disponible pour s'y consacrer, je Là, je pense. suis d'accord, il faut un peu démystifier, on va dire, le mémoire en se disant c'est un truc énorme, j'y arriverai jamais. Mm. Il y a plein de gens avant vous qui y sont arrivés et qui n'étaient pas forcément meilleurs que vous. Il y a plein de gens qui y arriveront après, donc vous, il n'y a pas de raison, si vous êtes motivé, investi, que vous choisissez un sujet qui vous plaît, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas non plus, en fait. Ouais. Si on est organisé, ça le fait. Sur ces belles paroles, on attaque la dernière partie du coup de ce webinaire sur la soutenance. Comment se déroule en fait typiquement une soutenance? Les attentes, le timing, est-ce qu'il y a des échanges après, etc. Alors, la soutenance, moi, c'était déjà Arcueil, donc je ne sais pas si tout le monde connaît, mais bon, en gros, c'est la maison des examens, c'est des grandes salles immenses où on met je ne sais pas combien de personnes. Et en gros, les salles où vous passez la soutenance, pour vous poser un peu le contexte, c'est des grandes salles où il doit y avoir, je dirais, 6 jurys en fait dans la même salle. Donc, déjà, pas se laisser impressionner par la taille de la salle et le fait que mécaniquement, vous entendez un peu, il y a un peu de bruit parasite, on va dire, autour. En gros, comment ça se passe? Vous arrivez à l'heure qui est indiquée sur la convocation. Quand le jury est prêt à vous recevoir, du coup, on vous appelle, vous allez voir le jury, vous vous installez. En gros, vous allez être, ils mettent 2 tables du coup de 2 personnes, donc vous allez être à peut-être à 2 mètres de distance. Alors, ça fait un peu bizarre en termes d'entretien et d'échange. On fait avec. Et puis après, du coup, il y a 2 parties. Une première partie, on va dire présentation, qui dure peut-être une quinzaine de minutes. Pas plus, parce que si vous êtes un peu trop bavard, je pense qu'on vous dira du coup d'arrêter à 15 minutes. Où là, vous présentez en fait un peu le sujet. Du coup, vous reprenez un peu la problématique, les solutions que vous avez apportées dans le mémoire, la méthode employée, les résultats. Là, vous pouvez aussi, on va dire, embrayer un peu sur ce qui s'est passé
dans la vie de la mission ou du mémoire, bah, du coup, depuis la fin de la rédaction. Par exemple, si vous passez au mois de novembre et que vous avez fini de rédiger au mois d'août, bah, peut-être qu'il y a eu des évolutions réglementaires entre-temps, donc c'est quand même bien d'actualiser un peu le sujet. Et puis bah, parler après des apports que vous estimez avoir apporté, enfin, effectués pour la profession. Et la troisième partie, là, c'est plutôt une phase de questions-réponses, alors qui est assez variable en termes de durée. Ça va de 25 minutes, je dirais, à 3/4 d'heure. Ça dépend, on va dire, des jurys, de s'ils ont lu de manière attentive le mémoire et s'ils ont relevé beaucoup de choses. Donc là, oui, un des premiers objectifs pour moi du jury, ça va être de s'assurer que c'est bien vous qui avez rédigé le mémoire et pas quelqu'un d'autre ou pas une intelligence artificielle. Vous pouvez avoir des jurys un peu piquants aussi qui vont un peu vous challenger ou vous pousser dans votre tranchement pour voir un peu ce que vous avez dans les tripes. Donc là, il faut rester calme, pas perdre ses moyens. Mais bon, ça, vous serez confronté à ces sujets-là dans la vie professionnelle demain, hein. Vous n'aurez pas que des clients sympas et avenants, vous aurez des fois des clients un peu plus piquants. Et puis, bah, ils vont vous challenger peut-être sur la bibliographie en vous disant, bah, du coup, vous citez telle chose, donc est-ce que vous pouvez nous résumer un peu ce qu'il y a décrit dans ce mémoire ou dans cet article? Et puis, pareil, vous challenger un peu sur la prise de recul que vous avez eue sur votre mémoire. Donc, en gros, est-ce que la mission, elle est applicable? Est-ce que la problématique managériale que vous exposez, elle est rencontrée dans d'autres cabinets, ce genre de choses? Alors, j'espère que vous avez bien écouté Jérôme, parce que franchement, tu l'as hyper bien raconté. Je me retrouvais là à la soutenance. Tu as hyper bien expliqué tout le déroulé. C'était incroyable. Ça rappelle des souvenirs. Ouais, donc rien à ajouter là-dessus, à part peut-être sur mon expérience personnelle. Du coup, là, j'avais fait une visio annexe et parce qu'en fait, il m'avait fait prendre du recul sur la chose. Il m'avait dit, voilà, l'épreuve de déontologie, là, ils veulent contrôler tes savoirs. Sur l'épreuve de révision, ils veulent contrôler ton savoir-faire, ta méthode pour répondre à des cas pratiques, etc. Et là, sur la soutenance, ça va vraiment entre autres, être ton savoir-être. Comment, toi, futur expert comptable, ton aspect un peu commercial, comment tu vas être capable de vendre ton mémoire? Même si tu peux pas trop avoir confiance en toi, de le mémoire, etc. Bref, faut vraiment être dans un état d'esprit où on est sûr de soi. Enfin, si le jury nous fait des remarques, on dit je comprends, etc. On répond, mais il faut quand même être dans un état d'esprit vraiment où on est fier de ce mémoire et on va le vendre au maximum. Et le coach de l'annexe là m'avait dit, il faut vraiment que tu résumes ton mémoire. Faut que tu vendes les 6 points clés, je crois. Je sais plus si les 6 ou les 8, bref. Mais il m'a dit vraiment les 6 points clés de ton mémoire, là, tu le vends ton mémoire comme ça. Faut qu'il ait ces 6 points dans la tête. Faut que tu sois à 100%. Ta présentation, elle dure que 10-12 minutes, mais tu es au taquet, tu es à fond, tu donnes tout. Donc vraiment, il y avait cette préparation des messages clés. Et ensuite, pour la deuxième partie, on avait essayé de travailler à des questions qui pourraient me poser sur le mémoire. Donc là, c'est important avant cette épreuve de soutenance de redescendre votre mémoire avec un crayon à papier et éventuellement, voilà, vous mettre des petites notes à côté sur des points sur lesquels le jury pourrait vous attaquer ou vous poser des questions là-dessus. Et dernière chose, c'est s'entraîner à l'oral. S'entraîner plusieurs fois à faire sa soutenance devant quelqu'un en temps réel et il prendra et bien écouter ses remarques. Moi, par exemple, on m'avait dit que je bouge trop, je bouge mes mains, etc. Donc là, je l'ai refait ce soir parce que voilà, je me suis relâché. Mais vraiment, le jour J, j'étais au taquet, j'étais droit, j'étais comme ça, la voix de charisme. Et faut s'entraîner aussi à parler à l'oral. C'est important. En fait, c'est un peu ça, le mémoire. Il faut déjà, quand vous allez le rédiger, il faut avoir un peu un aspect commercial. Donc, si vous êtes fier d'un outil, il faut bien le vendre dans votre mémoire, il faut en parler. Du coup, il faut dire en quoi c'est pertinent, en quoi ça se différencie de ce qui existe déjà. Du coup, il faut bien le vendre. Et l'oral, c'est pareil. Je le vois avec le recul maintenant, un peu comme si en face de vous, vous aviez des clients et qu'il fallait leur vendre une mission.
C'est un peu exactement ça, ce travail. Donc, il faut être convaincant, il faut être convaincu en fait de son travail. Et le but du jeu, en fait, c'est de vendre votre travail comme demain vous allez vendre des missions en fait à des prospects. C'est exactement un peu l'approche qu'il faut avoir à mon sens. Mm. Du coup, question suivante. Justement, quelles questions reviennent le plus souvent et comment s'y préparer? Alors en question, moi, si je me rappelle de ce qu'on m'avait posé, en gros, il y avait, bah oui, du coup, on va vous demander pourquoi avoir choisi ce sujet. Donc, ça, dire que c'est en lien avec votre expérience professionnelle, que c'est un secteur d'activité que vous aimez bien, que du coup, vous êtes un passionné de management ou un passionné de factures électroniques pour ceux qui vont faire leur mémoire sur ce sujet. Ça, on va probablement vous demander, je dirais, pourquoi avoir choisi ce sujet plutôt qu'un autre. Pareil, dans votre mémoire, et là c'est important de bien le préparer, peut-être qu'en le relisant, vous allez vous dire, bon là c'est pas hyper précis. Bah, du coup, tous les points où vous sentez qu'il y a des petites failles, bah, faut se le noter et probablement que vous allez être un peu challengé sur ces points-là. Ça, alors à l'inverse, des fois ça peut être un peu le jeu. On se dit, bon là je sais que je laisse une petite ouverture, donc je me blinde un peu et je prépare déjà du coup ma réponse. On va vous questionner en vous demandant, bah, très bien, vous mettez ça en place dans le cabinet. Est-ce que pour, on va dire, des missions que vous voulez développer, on va vous demander, est-ce que vous en avez déjà mis en place dans le cabinet? Combien? Est-ce que bah, vous avez réussi à les vendre, ce genre de choses? Ça, c'est à peu près sûr que vous allez avoir ce type de questions. Et puis après, on va vous challenger un peu sur les limites ou vous demander, bah là, vous me parlez de tel secteur. En gros, le secteur d'à côté, si vous faites un mémoire, bah, par exemple, je sais pas, profession libérale, on va peut-être vous demander, bah, OK, mais les professions juridiques à côté, est-ce qu'on pourrait adapter votre travail? Donc, bah, là, c'est à vous d'être un peu préparé en se disant, bah, oui, probablement, mais il faudrait changer ça, parce que bah, mon secteur d'activité que je maîtrise, les spécificités, c'est ça. Et pareil aussi, question des fois qui n'ont rien à voir, on peut aussi vous demander bah, demain, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vous associer, créer votre cabinet, ce genre de choses. Donc ça aussi, il faut y être un peu préparé à bah, demain, vous avez le deck, qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, je me souviens que pour ma soutenance, ils étaient vraiment, enfin, ils avaient le mémoire, ils l'ont lu, hein, et ils revenaient vraiment sur des points du mémoire. Et donc voilà, donc bah, relisez bien votre mémoire avant la soutenance, parce que si moi je l'avais fini de rédiger la fin février, la soutenance c'était au mois de mai. Faut essayer de pas perdre le fil, hein, parce que on dort, il y a la période fiscale, donc il faut rester vraiment dans le mémoire tout ce temps-là. C'est d'autant plus compliqué si on passe les épreuves écrites en même temps, mais il faut préparer ces 10 minutes. On connaît son speech par cœur. Il faut également préparer la partie question en se replongeant dans son mémoire. Du coup, il m'avait bien posé des questions là-dessus. Et après, comme j'étais sur un dossier politique, il voulait vraiment vérifier mon comportement d'expert comptable avec des hommes politiques, notamment sur l'aspect indépendance. Donc, en fait, il challenge vraiment votre déontologie de futur professionnel. Ils veulent vraiment s'assurer qu'ils ne donnent pas le diplôme à n'importe qui, mais quelqu'un qui a vraiment intégré les principes, les valeurs de la profession. Et ça, ils vont vous juger pendant les 30 minutes. Ça, faut vraiment être très, très prudent là-dessus. Donc oui, là, pour les candidats aux élections, mon cas, c'était que je faisais des missions de conseil pour un candidat aux élections. Donc, entre guillemets, son candidat entreprise, on a envie qu'il réussisse, on a envie qu'il fasse des bénéfices, qu'il perce dans le game, qu'il fasse un gros chiffre d'affaires. Et pour le parti politique, c'est plus compliqué parce qu'on ne veut pas forcément qu'il gagne toutes les élections. Il faut qu'on reste un professionnel indépendant des objectifs de son client. Donc c'était là tout l'enjeu de mon mémoire. Donc le conseil, c'est réviser la déontologie et soyez bien conscient que vous êtes expert comptable, indépendant,
responsable de vos actes. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête le jour de la soutenance. Mettez-vous dans la peau d'un expert comptable et il faut faire les règles, enfin, il faut faire les choses dans les règles de notre déontologie. Voilà. Très bien. Comment valoriser son mémoire à l'oral? Et est-ce que, par exemple, ça peut être nécessaire ou conseillé de faire un support de présentation, par exemple? De quelle posture adopter, ce genre de choses. Alors, pour le support, c'est pas obligatoire. La preuve, c'est que j'en ai pas fait et c'est passé. Après, je pense que ça peut être un plus en fonction du mémoire. Si vous avez des outils que vous voulez montrer, je pense que ça peut être un plus. Donc, je le recommande, même si je ne l'ai pas fait. Le but, c'est d'avoir le maximum de points pour compenser les écrits. Donc, je conseille le support. Moi, j'avais fait un support du coup sous forme de PPT. Alors bon, faut être un peu prévoyant et anticiper tous les problèmes qu'on peut avoir. Donc, si vous faites un support PPT, pensez à en imprimer 3 quoi, pour vous et puis 2 pour le jury si jamais votre ordi vous lâche le jour J ou vous avez oublié de recharger la batterie. Ce serait un peu dommage d'avoir préparé un support et de ne pas pouvoir le montrer. Et puis bon, bah après, oui, ça va dépendre, on va dire, des uns et des autres. Il y en a qui sont très à l'aise à l'oral et qui savent très bien structurer leurs idées. Et du coup, ça les dérange pas de parler pendant 10-15 minutes avec une démarche très structurée. Et d'autres qui vont vouloir, on va dire, se rassurer avec un petit support qui va un peu leur donner un fil conducteur sur le temps de 15 minutes en fait, qu'ils vont avoir à l'oral. Et c'est ça, il est assez court, hein, le temps à l'oral, donc il faut vraiment un support visuel et assez qu'on puisse le parcourir assez rapidement. Enfin, je me souviens de quand j'avais fait la session annexe, quelqu'un avait préparé un support avec plein de trucs écrits et le coach annexe lui avait dit ça c'est pas possible, il y aura pas le jury, vous lui donnez ça le jour J, quoi, il a pas le temps de tout voir. Il faut vraiment quelque chose d'assez simple et qui aide à la compréhension du jury. Enfin, qui l'aide à comprendre tout ce que vous allez raconter, quoi. Il faut vraiment que ce soit quelque chose en plus et pas quelque chose qui va embrouiller le jury. Ça, c'est important, quoi. Parce qu'il faut Ouais, pas que pour le ceux jury qui soit font un perdu. support, oui, grosso modo, c'est allez, 10 slides avec en gros 3 lignes par slide, hein, c'est pas plus, hein. Sinon, à l'oral, vous êtes sûr que vous allez déborder, quoi. Mm. Et très bien. Et enfin, dernière question, comment réagir face à une objection ou une question déstabilisante? Vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce que vous voudriez bien développer un peu plus? C'est toute la difficulté, être à la fois sûr de soi. On est candidate pour le diplôme d'expertise comptable, on a rédigé ce mémoire, on a fait du travail de qualité, mais en même temps, on a en face de nous des confrères, des futurs confrères, qui nous font une remarque et qui est souvent pertinente. Donc, il faut arriver à dire qu'on a compris la remarque. Et si jamais il y a une erreur dans le mémoire ou une imprécision, bah, moi je dis, enfin, en plus je l'ai fait le jour J, j'ai assumé, j'ai dit que ça, c'était pas forcément très précis. Et du coup, ce que je voulais dire par là, c'était ça. Du coup, j'avais une réponse à l'imprécision qu'il y avait dans mon mémoire. Le jour J, j'étais capable de réexpliquer la chose, d'expliquer pourquoi j'avais fait ça et pas ça. Donc, il faut quand même répondre, mais sans, enfin, répondre, j'allais dire objectivement. Enfin, les questions que j'ai eues, enfin, c'était pas, ça m'a vraiment, personnellement, ça m'a jamais piégé, quoi. Enfin, il y avait quand même un truc pas très précis dans le mémoire et j'arrivais à répondre dessus. J'arrivais à réexpliquer la chose. Donc, j'ai jamais eu cette attaque totalement déstabilisatrice où je ne savais pas quoi dire. Après, Jérôme, je ne sais pas si tu as eu des cas de questions très pièges, parce que là, mais moi, j'ai pas vraiment eu le cas. Ouais, en gros, ouais, faut faire preuve, à mon sens, il faut faire preuve d'humilité. Enfin, ça peut Ah arriver oui, qu'il oui. y ait des imprécisions, des choses où dans la pratique, c'est pas exactement comme ça dans votre mémoire. Parce que vous n'avez pas l'expérience potentiellement du jury qui est en face de vous et que, bon, avec une moyenne d'âge, on va pas se le cacher, quand même assez élevée, ils en ont vu d'autres.
Donc, il faut faire preuve d'humilité. Ça peut arriver que dans votre mémoire, il y ait une imprécision ou un truc, on va dire, un peu trop théorique et qui se fait pas trop comme ça en pratique. Néanmoins, il faut rester cohérent dans ce qu'on a écrit. C'est-à-dire que même si vous avez une question un peu déstabilisante, vous pouvez, on va faire un mini mea culpa en disant oui, j'entends que ce point-là, il faudrait plutôt peut-être faire comme ça, comme ça. Néanmoins, dans ma méthode, et là, vous renchaînez plutôt sur un point fort de votre mémoire. Mais bon, qui répond à la question hein, mécaniquement, mais oui, ce qu'il faut faire quand vous allez avoir des questions un peu piquantes, c'est faire preuve d'humilité et encaisser les remarques un peu négatives qu'on peut vous faire, mais néanmoins rester sûr de vous, un peu solide sur vos appuis et pouvoir défendre le travail que vous avez fait. Le but, c'est pas non plus de totalement s'écraser parce qu'on vous fait une remarque un peu dérangeante. Il faut quand même faire un peu preuve d'aplomb, quoi. C'est ça, défendre son mémoire. Défendre son mémoire pendant toute la durée de la soutenance, c'est vraiment ça l'état d'esprit à avoir. S'il y a des questions, j'allais dire un peu méchantes, il faut réussir à les encaisser, mais il faut quand même répondre sur le fond, parce qu'il pointe toujours quelque chose sur le fond du sujet, et il faut réussir à répondre à ça sans s'énerver et sans esquiver la question. Enfin, on n'est pas des politiciens, on répond à côté de la question. Il faut vraiment être précis et essayer de répondre à l'interlocuteur parce qu'il a son barème en tête et il faut répondre juste, il faut convaincre le jury que le travail qu'on a fait est bien. Ouais, il y a une petite technique pour les questions, on va dire, un peu déstabilisantes. C'est que bah, déjà, l'oral, vous commencez, et bon, les politiques sont très forts à ça. Vous commencez déjà par reformuler un peu la question pour vous assurer que D'avoir bah, bien la compris. question, vous l'avez bien comprise. Ça vous laisse, mais enfin, du coup, de manière un peu inconsciente, quelques secondes de réflexion pour préparer vos réponses et après, vous enchaînez sur la réponse. Alors, je pense que ça demande un peu d'entraînement, mais ça peut être une technique qui peut être pas mal. Et qui évite bah, du coup d'avoir enfin, la mâchoire complètement béante parce que la question vous a un peu séché, quoi. J'ai eu une question d'un des participants qui fait une très bonne conclusion. Il vous demande s'il est possible de rappeler le titre de vos mémoires, s'ils sont sur le site, sur Bibliothèque, pour pouvoir les lire et s'en inspirer sur la méthodologie. Oui. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, tout à l'heure, j'avais parlé de ma problématique et j'avais pas été assez précis sur la problématique. J'avais dit, nous nous demanderons de quelle manière un expert comptable peut accompagner un candidat aux élections. Et justement, j'avais mis ça quand j'ai eu mon 4.2. Et après, ils m'ont demandé d'être plus précis et il fallait vraiment du coup que j'adapte mon mémoire pour un type d'élection en particulier. Donc vous verrez qu'il y a des mémoires sur les élections départementales, etc. Et moi, du coup, j'ai dû rajouter aux élections européennes. Parce que toute mon expérience, c'était en fait sur les élections européennes. Et c'est vrai en fait, parce que toutes ces missions de conseil, etc., on peut les faire que sur des campagnes à grand budget. Là, pour les municipales dans une toute petite ville, malheureusement, le candidat n'a pas le budget pour payer un conseil. Donc voilà, c'était juste mon imprécision sur la problématique. Et du coup, le titre de mon mémoire, c'est l'engagement de l'expert comptable auprès des candidats aux élections, boîte à outils pour offrir du full service. Voilà, donc il y aura la boîte à outils. Alors ouais, petite précision pour ceux qui se posent la question, sur le site de l'ordre, la bibliothèque, vous allez avoir que les mémoires qui ont eu plus de 13, je crois, il me semble. 14, il me semble. Je ne sais plus si c'est 13 ou 14. Donc Ouais. normalement, le contenu que vous trouvez sur le site, c'est déjà du contenu enfin, qui a été jugé qualitatif par les jurys. Et moi, le titre de mon mémoire, c'était le médecin libéral et l'exercice professionnel en entreprise individuelle ou en CELARL, guide méthodologique à destination de l'expert comptable. Ok, très bien. Quasiment 20h30. Parfait, on est dans les temps. Je souhaite vous remercier tous les deux pour votre participation. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup intéressé, comme je suis en pleine phase de recherche là, sur la bibliographie.
Donc ça me donne une méthodologie. Je pense que ça a beaucoup plu aux participants aussi. Donc encore merci à vous deux. Merci à toi Aurélien pour l'organisation. Ça prend pas mal de temps et c'est bénéfique à plein de gens, ce genre de visio. Donc merci à toi et à très vite, j'espère. Bah ouais, merci à toi également de proposer ça du coup aux membres de la net. Merci à tous. Top. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée, soirée. à bientôt, au revoir.